Cette histoire, voyez-vous, on ne sait pas trop comment la raconter, car elle oppose l'amour à la folie, la procédure au bon sens et la ruse à l'ignorance. L'ignorance de ce qui se passe dans la tête d'un homme qui tue, qui poignarde de 11 coups de couteau la femme qu'il aime désespérément. C'est l'histoire d'Anne-Sophie et d'Igor, l'histoire d'une jeune fille amoureuse sans le savoir, d'un fou ou d'un homme qui se fait passer pour fou. Un fou assassin ou un fou innocent, qu'est-ce que c'est que la folie? L'histoire d'Anne-Sophie, on peut en ouvrir la première page à Paris, quai Voltaire, vers 1h du matin, la nuit du 15 décembre 95. Un appel au commissariat, la voix d'un homme qui dit « Venez, venez vite, j'ai tué ma petite amie, puis venez, je me suis blessé ». Alors les pompiers arrivent en même temps que les policiers. Dans l'appartement, ils découvrent un jeune homme qui porte une blessure superficielle au poignet, le soigne. Plus tard, il ajoutera qu'il avait essayé de se jeter par la fenêtre puis de se pendre. En fait, il n'a fait qu'attendre. Il va attendre ainsi plus d'une heure à observer son ami agoniser. À l'arrivée des secours, il n'y a plus rien à faire pour la jeune fille allongée nue sur le lit. Le corps est lardé de nombreuses blessures. On en comptera donc 11, la plupart profondes dans le dos et dans le cou. Au policier, le garçon apparaît calme et responsable. Il leur explique « Je dépendais trop d'Anne-Sophie, j'en dépendais comme un enfant de sa mère. Je voulais la quitter, mais on était dans l'impasse, je voulais mourir. Ce que j'ai fait est affreux, je regrette mon geste, mais dans un sens, je suis soulagé de l'avoir fait. » Ces déclarations sont importantes car elles sont recueillies tout de suite après l'acte meurtrier par les policiers. 3 jours plus tard, il est hospitalisé à Villejuif après avoir fait une nouvelle tentative de suicide. À partir de ce moment, il va, en quelque sorte, échapper à la procédure d'instruction ordinaire pour bénéficier de celle applicable aux irresponsables, ce qu'on appelle communément les fous. Qui est-il, ce garçon au couteau ? Il s'appelle Igor, il a 19 ans, il est plutôt beau garçon, un peu timide, disons réservé, intelligent, toujours bien habillé, bref, séduisant. Famille bourgeoise, de Neuilly. Il est en première année de licence en sciences économiques, il est suivi depuis plusieurs années par un psychiatre. Seule sa famille le sait, ça. Sa petite amie, elle, ne le savait pas. Ils se sont rencontrés un peu par hasard, depuis 14 mois, ils ne se quittent plus, mais ils ne se ressemblent pas. Anne-Sophie, elle, est une petite bonne femme du même âge, dynamique, vive, brillante. Elle travaille sur un programme de mathématiques appliquées à Dauphine. Elle adorait faire la fête, une amie le rappelle. Igor va se retrouver parachuté parmi les amis d'Anne-Sophie. Il ne s'y intégrera jamais, on le verra. Mais il séduit la famille d'Anne-Sophie, qui l'accueille durant les vacances. On le trouve charmant, bien élevé. Le seul reproche que l'on puisse faire à ce garçon est sa jalousie. Jalousie illustrée par ce souvenir d'une amie d'Anne-Sophie. Il ne supportait pas qu'elle se mette en jupe. Il ne voulait pas qu'elle se maquille ou qu'elle sorte sans lui. Cette jalousie qui va le tarauder au fur et à mesure qu'il s'attache à Anne-Sophie. En fait, à cette époque, personne ne soupçonne la violence et le déséquilibre qui semblent s'emparer du jeune homme. Il n'a jamais avoué à son ami qu'il était suivi par un psychiatre et depuis de longues années. La famille d'Igor se tait également. Mon sentiment est que ces gens étaient ravis de savoir Igor lié en quelque sorte à une jeune femme qui lui apportait la fantaisie et la vie qui lui manquaient, ou qu'il ne voulait rien voir. Reste que le 15 décembre 1995, Anne-Sophie va retrouver Igor chez son médecin. Il lui a simplement dit qu'il consultait un psychologue. Elle n'a aucune raison de se méfier. Elle aurait peut-être ressenti une certaine inquiétude si l'un de ses amis de son amant lui avait rapporté ce que Igor lui avait confié la veille même du meurtre. Tu sais, je vais me suicider, mais je vais aussi tuer Anne-Sophie. Je ne veux pas qu'elle vive sans moi. Préméditation, malaise. L'ami garde cette confidence pour lui. En réalité, il n'y croit pas aujourd'hui. Ce silence doit lui peser lourd. Donc Anne-Sophie va chercher Igor. Et le couple traversera Paris en stop. Nous sommes en décembre 1995. La ville est paralysée par les grandes grèves des transports. Mais Igor a proposé à Anne-Sophie d'aller passer la soirée, la nuit, dans l'appartement de sa sœur, absente. Une nuit d'amoureux. Anne-Sophie accepte, sans se douter une seconde qu'elle ne reverra pas le matin. Ils dînent, vont prendre un bain, font l'amour, puis ils se couchent et Anne-Sophie s'endort tout de suite. Pas Igor.
Le garçon est troublé profondément. Son psychiatre, qui le soigne depuis plusieurs années, donc, lui a annoncé le jour même qu'il changeait de spécialité et que, par conséquent, Igor devrait se confier à un autre psychiatre. Igor l'avouera plus tard, cette décision lui est apparue comme une véritable rupture, un abandon total. Alors sont revenues les idées sombres. Je suis allé chercher un couteau à la cuisine, mais je n'ai pas pu la frapper, alors je l'ai caché sous le lit. Mais quelques instants plus tard, un coup de téléphone de la sœur d'Igor, mécontente, semble-t-il, que son frère ait donné la ligne de l'appartement à un inconnu, ou quelque chose comme ça. À partir de là, tout ce qu'on sait vient du récit d'Igor. La querelle de sa sœur a-t-elle ravivé les doutes? Il reprend le couteau, revient à la chambre et frappe Anne-Sophie endormie. Sous la douleur, elle crie « Mais qu'est-ce que tu fais ?» Il dit avoir répondu « Je t'aime, mais tu me fais trop de mal. » Igor ensuite va s'acharner. 11 coups de couteau dans la poitrine, au cou, dans le dos. Des plaies aux mains révèlent que la pauvre fille a tenté de se protéger, mais Igor, possédé de la violence, de sa folie ou de sa jalousie, ne pouvait être arrêté. J'ai ressenti à ce moment-là, dit-il, une pulsion de mort. Lorsqu'il s'apaise, il voit là le corps et le sang. Il entend les derniers gémissements. Il réalise ce qu'il a commis, mais il va rester là comme prostré auprès du corps d'Anne-Sophie. Il aurait sans doute pu la sauver en appelant tout de suite les secours. Son silence va frapper une seconde fois la femme qu'il disait aimer. Est-ce un crime passionnel ou le geste d'un déséquilibré? Il faut avouer que les réponses sont diverses et surtout contradictoires. La famille d'Igor va tenter de le faire accréditer à la thèse de la folie, et la famille d'Anne-Sophie ne peut commencer son deuil tant que le tueur de leur fille ne sera pas jugé. Où est la vérité? Si tant est qu'elle puisse exister dans ce dossier. À partir de là, le plus sage est de relire les témoignages. À l'évidence, son comportement et ses déclarations incitent les policiers à le diriger tout de suite vers l'Hôtel-Dieu. Là, Igor est examiné par un premier médecin. Celui-ci souligne que le jeune homme donne des explications claires, il n'apparaît pas en état de choc, il marche droit, bref, il apparaît maître de lui-même. Le lendemain, un autre médecin rapporte ne pas avoir observé de troubles psychiatriques. Il est calme, conscient et cohérent, dit-il. L'expert ajoute d'ailleurs un élément intéressant, il note dans son rapport: le sujet, visiblement en proie à une dépression profonde, a manifestement voulu aggraver sa responsabilité en avançant la thèse de la préméditation. Il s'agit là, souligne l'expert, d'une preuve d'une nette lucidité de conscience. Autre élément, les déclarations du psychiatre qui avait suivi Igor et qu'il avait reçu le jour même du meurtre. Ce médecin va répondre aux experts qui l'interrogent plus tard. Mon patient souffre d'une véritable dépression, mais il n'est pas atteint de schizophrénie. C'est un être bizarre, rêveur. Il a surtout des préoccupations d'adolescent. Fermez les guillemets. Donc pas dangereux. La réalité a démontré qu'apparemment, l'une de ces facettes de la personnalité d'Igor lui avait échappé. À l'évidence, le cas d'Igor pose un problème au juge d'instruction. D'un côté, le magistrat possède les rapports des premiers médecins qui ont interrogé et examiné le meurtrier, tout de suite après le meurtre d'Anne-Sophie. Leur conclusion est que sa responsabilité n'est pas aliénée, mais 3 collèges d'experts successifs, des praticiens de haut niveau, il faut le remarquer, vont l'examiner ensuite, à leur tour, et conclure à une aliénation totale de responsabilité. Citation de leur rapport: l'intéressé peut présenter un état dangereux, il doit être considéré comme ayant été atteint au moment des faits d'un trouble psychique ou neuropsychique ayant aboli son discernement et le contrôle de ses actes. Conclusion des rapports d'experts, Igor n'est pas accessible à une sanction pénale. Résultat, Igor est placé dans un hôpital psychiatrique d'où il ressort, c'est un fait, au cours de plusieurs permissions de sortie. Cette demi-liberté, ces vacances chez ses parents, ces fêtes d'anniversaire au cours desquelles le jeune homme apparaît en pleine possession de ses moyens, sont autant de gifles au visage des parents et des amis d'Anne-Sophie, des parents qui ont employé toutes les procédures possibles pour faire juger Igor. La mère d'Anne-Sophie dit « Je veux qu'on reconnaisse qu'Igor est un assassin et puis qu'on le soigne. Je me moque qu'il aille ou non en prison. Je veux qu'il soit jugé. » Les experts ont autorisé immédiatement des sorties. C'est ainsi que les amis d'Anne-Sophie l'ont vu à la fête de la musique, quelques mois après la mort de notre fille, et à une fête chez des amis.
Mais le juge d'instruction, sur la foi des rapports d'expertise psychiatrique, rend une ordonnance de non-lieu. Décision contestée par Didier Sebron, l'avocat des parents d'Anne-Sophie, mais ça n'est pas parce qu'un acte est fou que son auteur est fou. Et l'avocat ajoute une analyse qui ne manque pas d'intriguer. Igor, dit-il. Igor, on peut le constater, a été examiné par les seconds experts des mois et des années après les faits. Il a eu donc largement le temps et l'intelligence de se composer une attitude qui en fait correspondait à ce que le juge et les experts estimaient d'après la lecture des faits. Question, qui est le véritable Igor? Celui qui apparaît calme et cohérent au médecin qui l'analyse au moment des faits, ou le personnage trouble, déstabilisé qu'il se montre être des années plus tard? A-t-il reconstruit sa défense? Il y a, c'est vrai, dans la famille, avocat et psychiatre. Hypothèse violemment repoussée par Philippe Lemaire, l'avocat d'Igor. En fait, dit-il, les parents d'Anne-Sophie n'ont pas vu qu'Igor était malade et ils s'en veulent maintenant. Que veulent-ils aujourd'hui, qu'on l'exécute en place publique? Possible. Mais l'essentiel est une autre question. Comment répondre à la souffrance des parents? La loi aujourd'hui prévoit ceci. Dans le cas où un juge d'instruction rend une ordonnance de non-lieu pour irresponsabilité psychiatrique, un appel est possible devant la chambre d'instruction. Celle-ci peut organiser une audience publique au cours de laquelle les faits et la responsabilité seront débattus. Les experts décident, à ce moment-là, si l'accusé est en état de comparaître ou pas. Quelle que soit la décision, c'est par ce débat public que commence le deuil des familles. Alors, les parents d'Anne-Sophie n'ont que des photos souriantes pour tenter d'oublier. Car ce jour-là, le débat a eu lieu, oui, mais à huis clos. Pourquoi? Et personne n'a pu poser des questions à Igor qui paraissait abattu, absent. Les psychiatres ont donc répété leur verdict d'irresponsabilité pénale. Ils ne pouvaient d'ailleurs pas faire autrement sans se déjuger, l'un d'eux ayant insisté sur la dangerosité possible d'Igor, un diagnostic qui paraît quelque peu incompatible avec les permissions de sortie accordées régulièrement aux malades. Igor n'a jamais demandé pardon, pas une seule fois. Y a-t-il d'ailleurs jamais pensé? Et quand j'y songe, je me dis que, au fond, la vie d'Anne-Sophie, la joyeuse, se résume finalement en 2 chiffres. 14 mois d'amour et 11 coups de couteau.